Bonsoir, bonsoir à dans Space de Guilou. J'espère que vous allez bien. Salut Denis. Si vous allez bien, je fatigue. Si vous m'entendez, merci de me faire un pouce en l'air, s'il vous plaît. Ok, je vois que vous m'entendez bien. Alors, bienvenue dans Space de Guilou. Rendez-vous classique, 22 heures le vendredi. Ce soir, on entame une série très spécifique qui sera la dernière série avant mon départ, comme vous le savez, tous les étés pendant bien un mois pour faire un break. C'est la série qui concerne la justice. Vous savez que ça fait un moment qu'on doit parler de la justice. J'ai longuement hésité pour cette dernière série et puis malheureusement les actualités tragiques m'ont poussé vers cette thématique. Donc il va y avoir 6 épisodes. L'épisode de ce soir s'intitule Une justice qu'on abîme. Il va falloir qu'on arrive ensemble à discuter en fait de la réalité du terrain que je pense vous ne connaissez pas, et surtout répondre à un écueil qui est celui de votre pensée qui voit la justice comme quelque chose qui ne fonctionne pas, qui voit la justice comme ce qui n'est pas complètement faux, hein, comme des hommes qui jugent mal, etc., etc. Donc on va en parler sur les 6 épisodes qui arrivent. Je vous demande de liker et de reposter le space, s'il vous plaît. Le space est enregistré, il finira sur YouTube comme la série sur les spaces politiques. Vous êtes dans le space de Yidou, ça veut dire qu'on n'a aucun propos à caractère discriminatoire, homophobe, transphobe, raciste, antisémite, islamophobe. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires dans la bulle si je vous suis. Vous avez la possibilité de monter en auditeur pour vous exprimer sur le sujet, poser des questions, donner votre opinion. Maximum 3 minutes sur la thématique en place. Voilà. Bonsoir Romain. Bonsoir Denis. Bonsoir Cathy. Bonsoir Donovan. Bonsoir l'abondance. Ma Cat Lady. Bonsoir Alex. Bonsoir Tom. Bonsoir LOL. Bonsoir ABPF. Bonsoir notre France. Bonsoir Reykjavik, bonsoir Isabeau, bonsoir Kiki, bonsoir Harvest, j'espère que vous allez bien. On va commencer parce que ça va être assez dense. Donc la thématique de ce soir, c'est une justice qu'on étrangle. Alors il y a 2 choses que je vais faire avant de commencer à parler de la thématique complètement. J'ai été hyper bouleversée par la petite Liana. J'y arrive plus. Je peux plus voir les enfants se faire maltraiter. J'y arrive plus. C'est trop. Donc, je voudrais que, en introduction de ce space, on fasse une petite prière sobre pour tous ces enfants qui sont nos enfants aussi. Et c'est pas une question de confession, c'est juste une question de respect. Parce que c'est comme ça dans notre pays. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, essayons de faire un court instant de silence pour elles, pour ces petites filles que la vie n'a pas laissé grandir, qui sont arrachées trop tôt, beaucoup trop violemment, et aux bras qu'elles aimaient, et aux bras qui les aimaient. Que la lumière les garde, là où aucune main ne peut plus leur faire de mal, que leur nom ne s'efface pas, et que leur visage reste au creux de nos mémoires comme une promesse, que leur famille, dans la nuit où elles sont, sentent que tout un pays se tient à leur côté, et que de notre peine ce soir naisse autre chose que les larmes. La volonté tenace que plus jamais, une enfant ne soit abandonnée par ceux dont le devoir était de la protéger. Reposez en paix, petites âmes, nous ne vous oublierons pas. Amen. Et que celles et ceux qui ne prient pas y entendent simplement un vœu de tout cœur. Voilà. Parce qu'on oublie beaucoup les traditions dans notre pays, et je pense que c'est un minimum de faire ça. Bon, voilà. Donc je vais enchaîner parce que j'ai pas envie de pleurer dans le space et qu'après je me tape encore les histoires. Alors, je vais quand même faire un point aussi sur les masculinistes qui s'attaquent à moi et les menaces que je reçois encore régulièrement.
juste pour vous faire un cadre, puisque ça a encore été le cas la semaine dernière, on va pas donner dans le drama parce que j'ai vraiment pas le temps. Par contre, je vais distinguer deux choses et je vais cadrer. D'abord, pour une fois, c'est officiel, c'est plus du tout un sujet militant, c'est devenu un objet d'État. Il y a eu un rapport annuel en 2026 et le Haut Conseil à l'égalité est la première institution publique française à consacrer une analyse spécifiquement dédiée au masculinisme. Il le décrit comme un système idéologique structuré diffusé par un bombardement massif en fait de contenu numérique et qui, dans ses formes les plus extrêmes, va jusqu'à l'apologie du viol et du meurtre. Vu que je suis régulièrement menacée de viol, je tenais à préciser ça. Le masculinisme, désormais, c'est qualifié de menace à l'ordre public et c'est un enjeu de sécurité nationale. Donc le Haut Conseil à l'égalité recommande d'en faire un observatoire national parce qu'on a beaucoup de radicalisation sexiste. Et donc le ministre de l'Intérieur a lui-même pris position, c'était en février 2026, c'était Nunez toujours. Il a dit qu'il y a une montée en puissance de la menace masculiniste qui est organisée et décomplexée. Et il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est pas qu'un discours. En novembre 2025, le Sénat avait organisé un colloque sur la montée de ces mouvements et le rapport a été publié le premier semestre 2026. Et surtout, en juin 2025, le parquet national antiterroriste a mis en examen un jeune homme de 18 ans pour un projet d'attentat inspiré de l'idéologie masculiniste incel. Donc incel, c'est dans le célibat. Célibat. Côté chiffres, donc le HCE, il a identifié le cybersexisme comme la première forme de discours de haine en ligne, avec 4% de victimes qui sont des femmes, et la Fédération Solidarité Femmes signale que des collectifs masculinistes ont mené campagne pour parasiter le 3919, avec des appels malveillants, avec plus 10% en 2025. Donc le 3919, où les femmes peuvent appeler si elles sont victimes, n'est-ce pas? Le lien avec l'actualité de ce soir, il est direct, parce que celles et ceux qui prennent la parole sur les violences sexuelles faites aux enfants, notamment avec le mouvement MeToo, puisque ce soir nous allons parler des enfants, sont souvent les cibles privilégiées de cette mouvance. Et en ce qui me concerne, je suis, alors je ne les qualifierai pas tous de masculinistes, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis systématiquement la victime de formes en fait de cybersexisme. Ça a été encore le cas la semaine dernière. Je n'ai pas le droit de dire à une personne qui monte dans mon space de ne pas me faire la leçon. Et comme je suis une femme, on récupère mon space qui est enregistré, qui est toujours là, hein, même si vous avez pensé que j'allais le retirer. On en fait un contenu. Et après, il y a, je sais pas, plusieurs commentaires de haine qui sont systématiquement en train de remettre en cause ma capacité à tenir des débats parce que je suis une femme, le fait que, par exemple, je vous dis n'importe quoi, sur le fait que je dise que je laisse mes DM ouverts parce que je dois fermer mes DM parce que je reçois trop de menaces. Si je laisse mes DM ouverts et que j'explique que je le fais pour l'international, parce que j'ai des gens qui m'écrivent, parce qu'il se trouve que j'ai une communauté aussi anglo-saxonne, c'est aussi des critiques, alors c'est bas niveau, hein, c'est bas de plafond, mais ça reste toujours de la caricature sur le fait que je sois une prostituée, sur le fait qu'en tant que femme, j'arrive pas à me contenir, etc., etc. À aucun moment, la critique ne vient sur la personne, enfin certains d'entre vous aussi, qui est absolument désobligeant, et mon doxing, hein, qui est toujours en cours d'instruction par les mêmes personnes, est de nouveau mis, parce qu'il faut toujours bien m'enfoncer la tête et bien essayer de m'écraser. Et donc c'est une vague de haine, j'ai l'habitude d'en prendre. C'est pas la première fois, et certainement pas la dernière. Mais du coup, moi j'ai fait un rapport là-dessus. Je l'ai rajouté à mes dossiers. Alors il y aura pas de plainte contre ces gens parce que ce sont que des cloportes, qui par ailleurs sont en auditeur anonyme. Mais la réalité c'est que maintenant j'ai vraiment décidé d'agir. Donc je l'ai fait pour la justice, pour ceux qui pensent en plus que le communiqué de mon avocat était juste une copie ou une forme. Vous pouvez chercher l'avocat, elle existe, hein, vous pouvez même l'appeler si vous voulez, vous serez reçu. Mais pour ceux qui pensent que mes procédures n'aboutiront pas, justement on va parler de la justice, et il va y avoir un moment où vous allez être rattrapé par la patrouille. Et pour les autres donc qui me cyberharcèlent et font du cybersexisme sur mes contenus, hein, toujours aussi en disant que finalement je suis peut-être pas capable de tenir des spaces, je suis pas capable de faire de l'oralité, que je suis pas capable de créer du contenu. Ma foi, ça fait des années que je le fais, je fais beaucoup plus que vous, mais ça c'est un détail, je suis pas là pour me justifier, simplement pour vous dire que le masculinisme et le cybersexisme sont en train d'être reconnus et voient vers des délits, et que donc j'ai fait un rapport avec tout ce que j'avais horodaté depuis des années chez mon huissier, et j'ai donc transmis aux autorités compétentes, comme on adore le dire, parce que ça suffit en fait. Voilà, hein, ça suffit. On va s'arrêter là. Troisième et dernier point de cette introduction. Alors, souvent ce que vous me dites, c'est la justice,
elle ne condamne pas de la même manière. Les statistiques ne sont pas bonnes. Et j'ai l'impression finalement que certains sont punis pour des broutilles, alors que pour des viols ou des meurtres, ils sont pas autant punis. Donc, je sais que c'est un sentiment qui est massif. Alors, je vais vous citer une enquête officielle du ministère de la Justice. Elle date de 2025, elle a été publiée en octobre dans Infostat Justice, c'est le numéro 204, et les données, elles datent de 2024. Dans cette enquête, il est établi 49% des personnes qui résident en France déclarent avoir confiance en la justice, qui est jugée trop lente par 86%. 86%. Chère par 74%. Peu compréhensible par 78%. Pas assez sévère par 68%. Et inégal dans le traitement des citoyens par 69%. Donc on a quand même des statistiques qui sont plutôt fortes, vous voyez, dans la négative. Donc les sondages qui sont commandés par les médias, ils vont encore plus loin. L'étude est là pour BFM TV, c'est en novembre 2025. 77% des sondés ont considéré que les peines qui sont prononcées ne sont pas assez sévères. 82% qu'elles sont partiellement, voire rarement exécutées. Et il y a eu un sondage du CSA qui date de juillet 2025 qui lui disait que 92% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Donc ça, c'est à manier avec prudence parce que c'est des sondages d'opinion qui sont commandés par des médias orientés, n'est-ce pas? Et donc l'appréciation, elle varie fortement en fonction de votre positionnement politique. 46% des personnes de gauche estiment que la justice n'est pas laxiste, contre seulement 7% à droite. Maintenant, on va essayer de regarder ce que disent réellement les peines, parce que moi j'ai effectué les recherches. Donc, la statistique des peines qui sont effectivement prononcées, et je l'ai classée de l'infraction la plus grave à la plus légère. Toutes les données que je donne là, ce sont dans des tableaux que je génère donc avec l'intelligence artificielle selon un prompt extrêmement précis, avec un caractère juridique, politique, mais aussi de cabinet de conseil, sur la base de mon expertise en droit et en intelligence artificielle. Comme vous l'avez vu, celui que j'ai fait pour les tableaux avec les carrières qui iront au-delà du mandat Macron a beaucoup plu. C'est un peu toujours ça que je fais pour me donner une idée sur la base des interrogations que vous avez, vous, que vous pouvez me donner à la volée ou que je peux entendre. Pour les homicides volontaires, c'est la plupart condamnés entre 16 ans et 18 ans. Pour les vols majeurs, d'accord, pareil, là on est sur de la réclusion ferme. On est entre 8 et 10 ans. Pour des atteintes à la personne, c'est entre 0 et 2 ans. Pour des infractions moyennes, c'est-à-dire des premiers types où vous allez avoir parfois du sursis, vous êtes entre 0 et 5 ans. Et pour des infractions routières, c'est entre 0 et 2 ans. Si on regarde ce graphique, ça contredit le slogan « La justice condamne de manière inégale selon qu'on ait fait quelque chose de très grave, voire d'anodin ». Si on regarde le quantum, la durée de peine prononcée, la gravité, elle est respectée. Pour le viol qui est commis par un majeur, l'emprisonnement ferme, c'est la règle. Le quantum moyen, c'est 9,6 ans. Pour les agressions et atteintes sexuelles, 44% des condamnés majeurs écopent d'une peine ferme. Pour les homicides volontaires, la réclusion, c'est la peine la plus fréquente, avec un quantum moyen autour de 17 ans. À l'inverse, la durée moyenne de la partie ferme, elle tombe à environ 4 mois pour les infractions de la circulation, alors qu'on a une moyenne générale de 10 mois et près de 16 mois pour des atteintes à la personne. Et là, vous allez avoir le ratio avec, par exemple, les personnes qui décèdent du fait de conduite potentiellement en ébriété. Ça, ce sont des statistiques qui sont émises par le ministère de la Justice, accessibles à tous. Les tableaux seront accessibles, ainsi que les chiffrages, aux personnes de ma communauté, sur demande comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de sévérité de la peine prononcée, l'affirmation « on punit plus une broutille qu'un crime », elle est fausse. Le viol, c'est des années. Un excès de vitesse, c'est une amende. La hiérarchie, elle est tenue. Pourtant, et c'est là que je vais être honnête avec vous, le sentiment que vous avez, il n'est pas absurde. Il est faux sur le quantum, c'est-à-dire le nombre d'années, mais en réalité, vous visez juste sur 3 autres choses. Et la statistique, elle va l'éclairer. D'abord, on va faire un déplacement. Le problème, c'est pas la sévérité des peines pour les choses graves, c'est leur certitude et leur rapidité. Numéro 1, et c'est extrêmement dérangeant. Pour les crimes les plus graves, la sanction la plus fréquente, c'est l'absence de sanction.
Eh oui. Regardez l'effet d'entonnoir sur les violences sexuelles qui sont faites aux enfants. Les violences estimées, donc violences sexuelles, c'est environ 160 000 enfants par an. Ça me glace le sang. Les mises en cause pour viol sur mineurs, la moyenne, elle a été faite entre 2017 et 2024, c'est 8 200 par an. 160 000, 8 200. Les condamnations pour viol sur mineurs, ça date aussi sur les statistiques à partir de 2023, c'est 661. 160 000, 661. Donc les trois mesures en fait là que je vous ai données, c'est pas forcément non plus sur le même périmètre, mais c'est une estimation d'incidence avec les mises en cause, avec les condamnations pour l'infraction principale, et en fait vous avez un écart qui illustre un ordre de grandeur, mais pas un taux exact. Et cet entonnoir-là, c'est le cœur du sujet. Les travaux de la commission indépendante sur l'inceste, ils estiment qu'environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. 80% dans le cadre intrafamilial. Sur la moyenne annuelle 2017-2024, c'est environ 8 200 personnes qui sont mises en cause pour viol sur mineur. Combien de condamnations? 661 pour viol sur mineur. Inscrites et prononcées, donc prononcées et inscrites sur le casier judiciaire. Donc comme le relevait la députée qui est auteure de cette question écrite sur justement la statistique en fait, estimation de victimes, mise en cause, condamnation, il y a un écart qui suggère qu'une part significative des infractions, elles aboutissent à aucune sanction pénale. Et ça, c'est vrai, notamment du fait que les classements sans suite ou les non-lieux sont là. La prescription, c'est qu'une faible part, puisque je sais que vous pensez aussi à l'affaire Flavie Flament, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui se sont absolument abasourdies du fait qu'une personne puisse subir un viol et 30 ans après décider d'ester en justice, sauf que c'est possible, et c'est pas à nous de le juger. Ce que ça veut dire, c'est que pour ces crimes-là, le résultat le plus probable, c'est pas une peine lourde, attention, vous allez halluciner, c'est l'absence de procès. Et c'est aussi vrai plus largement pour le fonctionnement général du parquet. En 2019, 4,5 millions d'affaires qui arrivent au parquet, 3,1 millions qui sont seulement enregistrés, et le reste, donc ça fait 1,4, classés. Et parmi les auteurs poursuivables, il y a une partie qui bénéficie d'un classement pour opportunité et plus d'un tiers d'une procédure alternative aux poursuites. Ce qui est proprement hallucinant. Ça, c'était la première réalité. Donc là, quand je suis en train de vous donner les réalités, je suis en train de vous dire, Lilou ne va pas vous dire que le droit. J'ai pris en compte ce que vous avez dit, j'ai fait mes recherches pour me dire, ok, sur les chiffres, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Et là, je suis en train de vous expliquer que oui, vous avez raison, et vous avez raison de vous indigner. Mais je vous donne des éléments statistiques pour que quand vous vous baladez sur les espaces digitaux, vous les ayez en tête pour alimenter les débats, parce que moi, mon audience, elle n'est pas exponentielle, et surtout, que ça devienne quelque chose de plus professionnel. Parce que quand on vocifère, c'est intéressant, parce que ça soulève des questions, ça soulève de l'audience et ça fait un petit peu viralité. Mais quand on a des points chiffrés et quand on sait que, par exemple, on l'a entendu sur un space à caractère juridique, c'est déjà autre chose. Et c'est pour ça aussi que mes spaces sont enregistrés. Deuxième réalité, l'écart entre la peine qui est prononcée et la peine qui est exécutée. Le ministère de la Justice, il le dit lui-même. Une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme, elle pourra être exécutée sous une autre forme, comme la détention à domicile sous surveillance électronique. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à faire des aménagements de peine. Et c'est précisément ce que vous allez sanctionner. Les 82% des sondés, ils disent, les peines sont partiellement ou rarement exécutées. Je suis obligée d'être honnête. Ici aussi, c'est un peu plus nuancé que cette perception. Ça veut dire que vous avez des études pénitentiaires qui montrent qu'en pratique, la part des peines, qui est réellement effectuée, elle est élevée. Mais vous avez raison. Et cette perception-là, elle est devenue un fait politique, et ce fait politique doit appuyer sur l'opinion pour qu'on ait une réforme, mais pas la réforme de Monsieur Dupond-Moretti, une réforme qui prenne en compte l'avis des Français, et là je suis de nouveau dans ma même veine de démocratie directe, et qui permette aussi de finalement vous impliquer dans cette notion de justice que vous voulez dans la société. Troisième réalité, et je pense que c'est la plus parlante. Vitesse, visibilité. Une broutille, elle est punie tout de suite, automatiquement, sans juge.
l'amende du radar, l'amende forfaitaire délictuelle, celle qui a été mise en place là, depuis 2016 et qui est étendue maintenant à l'usage des stupéfiants. Vous fraudez, vous payez, tout de suite. Quand il y a une violence grave, faut une enquête, faut un juge, faut des mois, même des années. Et quand l'affaire elle est pas classée en route. Donc vous, moi, citoyen, qu'est-ce qu'on fait? On vit la certitude et la rapidité comme de la sévérité. Et l'incertitude de la lenteur comme du laxisme. Ça, c'est la formule juste. Et c'est la formule que vous allez pouvoir redéfendre. Ce n'est pas qu'on punit plus durement les petites choses que les grandes, c'est qu'on punit les petites choses sûrement, rapidement, et les grandes, incertainement, très lentement, quand on les punit. Quand on les punit. Et cette différence-là, elle renvoie directement à notre épisode. Un parquet qui doit trier, faute de moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il classe, il repousse, il hiérarchise. Et donc l'entonnoir, c'est pas un choix d'indulgence, c'est parce que le système, il est saturé. Je vous donne 2 réserves tout de même. 2 réserves parce que vous allez me dire c'est bon, ça. 2 réserves. Les sondages d'opinion, encore une fois, c'est des médias qui sont engagés, je vais dire engagés pour rester soft. L'enquête la plus robuste, ça reste celle du ministère de la Justice, franchement ça a été fait sur des dizaines de milliers de personnes. Et les chiffres de l'entonnoir, ça veut dire classement, repousse, hiérarchisation, ça mêle des périmètres différents. Il y a l'incidence qui est estimée, il y a des mises en cause, il y a des condamnations. Donc ça donne un ordre de grandeur de la déperdition, mais pas un taux exact. Voilà, je préférais vous dire ça. Donc ce soir, quand je dis la justice qu'on étrangle, ça a dessein. D'abord, on est obligé d'en faire une série. Les 6 rendez-vous au fil des semaines qui viennent, jusqu'à ma pause d'été, c'est fait pour que vous compreniez, qu'on comprenne ensemble, tranquillement, cette institution dont tout le monde parle et que personne ne vous a jamais expliqué, la justice française. Je suis absolument pas là pour faire un cours magistral, je vais faire autre chose. Je vais vous prendre avec moi et vous montrer comment cette machine elle est censée fonctionner, comment elle fonctionne réellement et pourquoi. Et ça, c'est la vraie question de cette série. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que, en fait, en réalité, on est quelque part. Et cette semaine, l'actualité, elle nous a rappelé de la manière ultra violente et ultra douloureuse, la plus douloureuse qui soit, où nous en sommes. Et donc, je vais commencer par une mise au point qui est essentielle et je vous demande de la garder en tête pendant 2 heures. Je suis juriste. Mon métier, c'est le droit. Les textes, les principes, la procédure. Mon métier, ça n'est pas de juger à la place des juges, ni de désigner des coupables depuis l'endroit où je suis. Donc, le plateau du Space. Ce soir, nous allons parler d'une affaire terrible, l'affaire en cours. Je ne vais pas commenter le fond. Je ne vais pas nommer la personne qui est mise en cause, même si la presse l'a fait. Je ne le ferai pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne, aussi lourd que soient les soupçons, elle est présumée innocente tant qu'un tribunal ne l'a pas jugée. Et ça n'est pas une formule. C'est l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale, et c'est aussi l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est le socle. Et une série, comme je compte le faire, qui prétend défendre la justice, ne peut pas commencer par piétiner l'un de ses principes les plus sacrés. Donc ce soir, ce qui m'intéresse, ce n'est pas un visage, c'est un mécanisme. Ce n'est pas qui a fait quoi, c'est comment notre système a-t-il pu produire ce résultat. Et croyez-moi, c'est une question bien plus dérangeante. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On pose les faits. Rien que les faits, tels qu'ils ont été rendus publics par les autorités judiciaires elles-mêmes. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'interprétation. 29 mai 2026, dans le Gers, une collégienne de 11 ans disparaît, Liana. Pendant une semaine, on est là, on espère avec la famille. Le 4 juin, on découvre un corps dans un silo agricole désaffecté à peu près 15 km de Fleurance. Ce vendredi, le procureur de la République d'Agen confirme par communiqué que l'identification de Liana a été établie par comparaison ADN, n'est-ce pas? Une information judiciaire a été ouverte, les chefs en sont précis, je les cite parce qu'ils ont un sens juridique. Enlèvement, séquestration et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Une juge d'instruction est saisie, les causes de la mort à ce stade n'ont pas été établies par les médecins légistes. Voilà ce qu'on sait. Et déjà, à ce stade, le vocabulaire compte. On parle d'une information judiciaire. C'est l'enquête la plus poussée de notre droit, qui est confiée non pas à un procureur, mais à un magistrat indépendant, le juge d'instruction, qui lui, donc, par définition, instruit.
Je cite l'article 81 du Code de procédure pénale, à charge et à décharge. On y reviendra dans un prochain épisode parce que ce personnage du juge d'instruction, c'est l'un des plus débattus de tout notre système de justice. Mais finalement, c'est pas ça qui a fait basculer la semaine. Ce qui a fait basculer la semaine, c'est en réalité ce qu'on a appris ensuite. La personne qui est aujourd'hui mise en cause, elle n'était pas inconnue de la justice. Selon les éléments qui ont été rendus publics, encore une fois, elle avait déjà fait l'objet de plusieurs procédures. Une plainte pour viol sur mineur en 2022, classée sans suite en 2024. Une autre plainte pour viol, déposée en août 2025, et pour laquelle près de 10 mois plus tard, la personne visée n'avait toujours pas été entendue par la justice. Et depuis la disparition, d'autres plaintes ont été déposées, y compris cette semaine, dans un autre département pour des faits qui remonteraient à plusieurs années. 2022, plainte pour viol sur mineur, classée sans suite en 2024. 2025, autre plainte. 10 mois plus tard, toujours pas entendue. Et depuis, encore des plaintes. Une plainte pour viol sur enfant, encore une, a été déposée et elle attend 10 mois sans audition. Je veux que vous mesuriez ce que ça signifie ce mot audition. C'est pas un procès. C'est pas une condamnation. C'est juste le strict minimum. On convoque quelqu'un, on l'interroge, on l'entend sur sa version. Le premier geste de toute enquête. Et ce geste-là, pendant 10 mois, il n'a pas eu lieu. Alors maintenant, écoutez bien qui le dit. C'est pas moi. C'est pas un avocat militant sur un plateau. C'est le président de la République. Il a parlé publiquement vendredi de dysfonctionnement, de failles de la justice. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice lui-même, il dit, furieux, il a parlé d'un immense échec dans le traitement pénal du dossier et qui a présenté ses excuses à la famille. Le ministre de la Justice qui présente ses excuses au nom de l'institution, mesurez l'événement. La petite est morte. C'est aussi le syndicat de la magistrature, en effet, ce fameux syndicat, n'est-ce pas, qui a fait part de son émotion. On est ravis. Elle a certainement été violée et massacrée, mais merci pour l'émotion. Ce sont les procureurs généraux, et ça c'est assez énorme, qui sont convoqués lundi matin au ministère pour une réunion de travail sur les éventuelles failles. Et bien entendu, on a une enquête administrative qui s'ouvre, qui est distincte de l'enquête pénale, et ça je vais y revenir. Donc on a les marches blanches, les bougies, les rassemblements, petits anges, là. Tout l'appareil d'État du sommet à la base, ils viennent dire la même chose. Quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est exactement pour cette raison que je veux qu'on prenne le temps d'en discuter sur plusieurs épisodes. Parce que tout le monde dit dysfonctionnement, on a déjà la moitié de la réponse, mais seulement la moitié. Le mot dysfonctionnement, ça désigne la panne. Ça dit pas pourquoi la machine est en panne et puis de combien de temps. Et ce pourquoi-là, ça va nous occuper. Et je vous dis tout de suite que moi, leurs excuses, leurs mots, j'en ai strictement rien à faire, la petite est morte. Morte seule, en souffrance. Donc, je veux même pas les entendre. Donc, elle est morte. Mais est-ce que c'est un cas qui est isolé? Mais pas du tout. Pas du tout. Allez, avant de rentrer dans la mécanique, je vais élargir le cadre. Parce que si je m'arrête à cette seule affaire, vous allez me dire, attends Lilou, c'est terrible. Mais c'est un accident, c'est une exception, une chaîne de malchance. Non. Et du coup, on va reprendre un peu l'actualité, juste ces dernières semaines. Cette affaire-là, elle vient dans un contexte. En parallèle, il y a une série de révélations sur des violences sexuelles commises dans le secteur périscolaire à Paris. D'accord? Il y a, au-delà de ce que certains commencent à appeler MeToo des enfants, il y a surtout des chiffres que la représentation nationale elle-même a mis en avant. En 2025, les services de police et de gendarmerie, ils ont enregistré plus de 76 000 mineurs victimes de violences sexuelles dans notre pays. Plus de 114 000 mineurs victimes de violences physiques. Et tout le monde le sait. Les juges, les policiers, les associations, que ces chiffres, ça n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Parce que ces violences-là, elles sont massivement sous-déclarées. À l'Assemblée nationale, vous avez une députée qui a résumé ça avec une phrase assez brutale. La France maltraite ses enfants. Et elle a précisé, ça n'est pas une figure de style. Et moi-même, avant de poster les images des petites, que vous avez très certainement reconnues, je me suis dit, tiens, 2026, en France, on tue les enfants. Et on les viole aussi.
n'est-ce pas? Et donc, moi je vous donne ces chiffres, non pas pour vous accabler, mais pour situer le sujet à sa juste place. Quand une plainte pour viol sur enfant, elle attend 10 mois, c'est pas une anomalie isolée dans une justice qui marcherait par ailleurs super bien. D'accord? C'est un point de rupture visible d'une institution qui est en tension permanente et qui doit traiter un volume considérable de souffrances avec des moyens que depuis des années, des rapports officiels qualifient d'insuffisants. Et là, je vais être hyper honnête avec vous, parce que cette honnêteté-là, c'est la condition de tout le reste. Je ne vous dis pas que plus de moyens auraient à coup sûr changé l'issue de cette affaire ou d'une autre. Personne ne peut l'affirmer ça. Et l'enquête administrative qui va s'ouvrir, elle est là pour faire genre, voir et examiner ce qui s'est passé dossier par dossier. Mais ce que je vous dis, moi, c'est autre chose. Je vous dis qu'un système où une telle attente devient simplement possible, banal, structurel, c'est un système qu'il faut regarder en face. Et on va le regarder en face. On va regarder d'abord du point de vue juridique. Qu'est-ce que vient promettre le droit? N'est-ce pas? Parce que pour comprendre la panne, il va falloir qu'on regarde ce que la machine est censée produire. Alors on va commencer par la promesse, parce que le droit, il est tel qu'il est écrit. La justice, dans notre République, c'est pas un service comme un autre, c'est une fonction régalienne. Ça veut dire que c'est l'une des fonctions par lesquelles l'État, il existe en tant qu'État. Faire la loi, la faire respecter, trancher les conflits, punir les atteintes. Quand vous renoncez à vous faire justice vous-même, et c'est le fondement même de toute société civilisée, n'est-ce pas? C'est parce que l'État vous promet de la rendre à votre place. Ça, c'est un contrat, n'est-ce pas? Là, je ne contracte pas, vous vous trompez de cible. Le contrat, il est là. Je ne me fais pas justice moi-même parce que la société est construite de telle manière à ce que le contrat charge l'État de rendre justice. La justice, c'est le contrat. Et ce contrat a des clauses écrites, opposables, sanctionnées. Je vais vous en donner les principales parce que vous avez le droit de les connaître. Première clause, vous avez droit à un procès équitable. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ça s'applique directement en France. Et on n'a pas attendu l'Europe pour ça, n'est-ce pas? Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial. La base. Deuxième clause, le cœur de notre soirée. Vous avez droit à ce que votre cause soit entendue, et je cite, dans un délai raisonnable. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation juridique qui pèse sur l'État. Et comme dans les contentieux dont je peux m'occuper plus sur TikTok avec les parents, la scolarité et le handicap des enfants, on commence à avoir des jurisprudences en carence d'exécution de l'État. Des gens qui s'impliquent, soit seuls, soit avec des associations qui y mettent beaucoup de moyens pour que l'État soit condamné et que donc ces jurisprudences leur servent à eux-mêmes dans les longs procès fleuves qui les opposent aux différentes institutions. Ça sera un autre sujet, un autre jour. Je m'arrête parce que c'est important et on va y revenir toute la soirée. Le droit ne dit pas 3 mois, il ne dit pas 6 mois, il dit standard, délai raisonnable. Ce standard-là, la Cour européenne des droits de l'homme, elle l'apprécie en cas par cas. Elle regarde 3 choses. 1, la complexité de l'affaire. 2, le comportement de la personne qui est concernée. Et 3, et retenez bien celui-là, le comportement des autorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une affaire, elle traîne parce qu'elle est compliquée, c'est une chose. Mais si elle traîne parce que l'État n'a pas mis les moyens de la traiter, alors le retard est imputable à l'État. Et bien entendu, la France a été condamnée à de nombreuses reprises pour des délais jugés excessifs. C'est pareil avec vos délais d'instruction dans certaines administrations, comme pour la MDPH. Le texte dit 4 mois. Dans la réalité, c'est 15 mois, 12 mois, 8 mois. Une catastrophe. Mais moi, je vous formule ça prudemment, comme un juriste. Je ne vous cite pas ce soir un arrêt qui est précis et daté comme je peux le faire, parce que je veux être exact et je vérifie chaque référence. Mais le principe, il est solidement établi. Quand on est jugé trop tard, c'est déjà qu'on refuse la justice. On vous refuse la justice. Troisième clause, et celle-là va vous surprendre, quand le service public de la justice fonctionne mal, l'État peut être condamné à réparer. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire. Je vous le lis presque mot pour mot. L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Une faute lourde, un déni de justice. Et la Cour de cassation, dans un arrêt important de son assemblée plénière,
Je vous le rappelle encore une fois pour ceux qui ne sont pas juristes, quand la Cour de cassation se réunit en assemblée plénière, ça veut dire que c'est comme si vous voyez le maillet de la justice frapper la table. C'est un arrêt qui va être pour nous, les juristes ou les professionnels du droit, majeur et impacter d'autres décisions et impacter des défenses. Très très important, l'assemblée plénière. C'est des choses que vous apprenez quand vous faites des études de droit. Donc cet arrêt, c'est en 2001. C'est l'affaire Boll-Bollée, pour ceux qui la prononcent comme ça, La Roche. Et là-dedans, vous avez la conception large de cette faute lourde. C'est-à-dire qu'il a été jugé qu'une faute lourde peut résulter non pas d'une seule erreur spectaculaire, mais d'une série de défaillances qui traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Ça, bien entendu, pour la publiciste que je suis, c'est une merveille, c'est du miel à mes oreilles, n'est-ce pas? Inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Et une série de défaillances, donc, qui vient traduire ça. Le service public ne peut pas remplir sa mission. Vous voyez où je veux en venir? Je viens pas qualifier l'affaire en cours, c'est pas mon rôle, et ce serait imprudent. Mais le droit français a prévu depuis longtemps que l'accumulation de défaillances dans le fonctionnement de la justice puisse engager la responsabilité de l'État. Donc le droit, il a anticipé sa propre panne. La question, c'est de savoir pourquoi cette panne, elle est devenue si fréquente. En gros, c'est comme si une voiture, tous les 4 mètres, fait une panne. Quatrième et dernière clause. Enfin. Et c'est celle qui protège de l'autre côté. La présomption d'innocence et les droits de la défense. Alors la présomption d'innocence, c'est souvent oublié, et sur les réseaux, c'est galvaudé, parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est, alors que les droits à la défense, c'est un peu plus présent. Je vous en ai parlé en ouverture, je vous le répète parce que c'est le test de notre sincérité. La justice rapide qui condamne sans entendre, c'est pas de la justice, c'est une vengeance organisée. Une vengeance organisée. La lenteur, elle abîme les victimes, c'est vrai. Mais une justice expéditive, elle abîmerait les innocents. Ce que nous voulons, ce que je veux, en tout cas, ça n'est pas une justice rapide. Je veux déjà qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle soit à la fois rapide et juste. Et pour ça, il va falloir des moyens. Et c'est tout le sujet. Donc on constate désormais. Maintenant que vous connaissez la promesse, on va regarder la réalité. D'accord? Et là, je m'appuie sur une source qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni militante, ni partisane. La CEPEJ. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Ah, il en existe des trucs bizarres, n'est-ce pas? C'est un organe du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, l'organisation de Strasbourg qui veille sur les droits de l'homme. Tous les 2 ans, cette CEPEJ, elle compare les systèmes judiciaires de presque tous les pays du continent, et ça, c'est l'étalon de référence. Vous avez un dernier rapport qui a été publié en octobre 2024, qui porte sur les données de 2022, je le précise, parce qu'un bon juriste donne toujours ses chiffres, et parce que la CEPEJ elle-même, elle invite à la prudence dans les comparaisons internationales qui ont leurs limites de périmètre. Mais la tendance, elle est constante depuis des années, et elle n'est pas contestée. Voilà ce qu'elle dit. La France, c'est 11,3 juges professionnels pour 100 000 habitants. 11 juges, 100 000 habitants. Et à peu près 3,2 procureurs pour 100 000 habitants. On compare. La médiane européenne, elle se situe nettement au-dessus. C'est environ 17 ou 18 juges pour 100 000 habitants. Et si vous voulez un repère parlant, vous prenez bien entendu notre ami l'Allemagne, le pays qui est comparable au nôtre par la taille et la richesse. L'Allemagne, c'est 24,7 juges et 7,7 procureurs pour 100 000 habitants. Donc nous, avec nos 3 procureurs, 2, on est vraiment loin. Et nos 11 juges. On fait le calcul. Allez, la France a moins de la moitié des juges et des procureurs de l'Allemagne, à population proportionnelle. Moins de la moitié. Et attention, attention. Le problème, il s'arrête pas au magistrat. Un juge, il travaille jamais seul. Derrière lui, il y a les greffiers, les assistants, et tout le personnel qui fait tourner la juridiction. Il y a ceux qui enregistrent les actes, qui préparent les dossiers, qui notifient les décisions. Sans greffier, c'est pas compliqué, littéralement, il n'y a pas d'audience. Or, ce personnel-là aussi, en France, est très inférieur à la médiane européenne. Et c'est pas un déficit de juges, c'est un déficit de toute la chaîne.
Du coup, on va parler argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, tout est lié. Rapporter à chaque habitant le budget de la France, que la France consacre à son système judiciaire, je crois que vous n'avez pas, 77 € par an. 77 €. Donc la France, elle dépense proportionnellement moins que des pays qui ont le même niveau de richesse. Dans ce classement-là, nous, on est que de peloton. Que de peloton dans les grandes démocraties de l'Europe occidentale. Mon œil. Mais le budget augmente, hein, vous allez me dire, les macronistes. Bah, oui, il y a une loi qui a été votée, la loi de programmation, hein, du 20 novembre. Hein, elle a dit trajectoire jusqu'en 2027. Et puis elle a dit, attention, création de postes. 1500 supplémentaires pour les juges, magistrats. Autant de greffiers et des milliers d'emplois au total. Bon, alors je vous le dis, c'est peut-être réel, hein, honnêtement. Hein. Mais il y a une nuance. Et la nuance, ce soir, c'est tout. D'abord, on part de tellement loin, que rattraper la moyenne européenne, ça prendra des années, même une décennie. Et ensuite, ce qui est vachement grave, c'est que la trajectoire, elle est déjà rabotée. Le budget de la justice 2025, il a été réduit de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport à ce qui avait été annoncé. Hein, donc la trajectoire promise de redressement, ma foi, si on coupe en cours, elle veut plus rien dire. Et je vais vous donner une image que vous allez retenir. C'est comme écoper un bateau, sauf qu'il prend l'eau depuis 30 ans avec un seau qui vous reprend tout à moitié. Mais voilà. Donc on coule pas, mais on coule. Et la conséquence de tout ça, elle est mécanique. Elle est implacable. Quand vous avez moins de magistrats, moins de greffiers, moins de moyens que partout ailleurs, et au moins autant d'affaires à traiter, bah, les stocks ils s'accumulent. Les délais ils s'allongent. Et je vous dis ça pour le civil comme pour le pénal. Je vais pas vous donner des chiffres précis de délai, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une question d'honnêteté intellectuelle aussi. Les chiffres détaillés qu'on cite souvent d'avant 2020, donc d'avant la grande réforme qui a fusionné les tribunaux d'instance et la grande instance en un seul tribunal judiciaire, vous comparez des délais d'avant et d'après cette réforme, c'est vous tromper. Alors je m'en tiens à ce qui est sûr. Selon les contentieux, on attend des mois, parfois des années, pour qu'une affaire soit jugée. Ça, c'est incontestable. C'est ça le constat. Et je vais vous dire 3 mots qui sont clairs et nets. Et c'est pas des opinions, hein. C'est 3 faits. Moins de magistrats, moins de moyens par habitant, plus de délais. C'est pour ça qu'on coule. Et donc là, on va se mettre dans le cœur du réacteur. Et on va parler de la plainte. Parce que tout le monde me dit, on adore sur X aussi jouer avec ça, plainte, ça sert à rien, plainte. C'est pas que ça sert à rien. C'est qu'il va falloir des trésors pour que ça arrive. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des plaintes qui dorment. Donc, c'est vraiment ça, c'est ce qui correspond et qui va répondre à la question pourquoi on en est là et comment une plainte, elle peut attendre 10 mois, comme une plainte, elle peut être classée sans suite. Pour comprendre ça, il faut que je vous explique un principe fondamental de droit pénal, un principe que la plupart des gens ignorent et qui change tout. Ce principe, c'est l'opportunité des poursuites. C'est joliment dit. Qu'est-ce que ça veut dire? En France, déposer une plainte, ça déclenche pas automatiquement un procès, ni même automatiquement une enquête approfondie. Alors là, quand une plainte elle arrive sur le bureau du procureur de la République. Et le procureur, article 40 du Code de procédure pénale que nombreux énergumènes sur cette plateforme citent sans trop savoir ce que c'est, il reçoit des plaintes et apprécie la suite à leur donner. Il apprécie, c'est-à-dire il choisit. Le 40, ma foi, allez voir le 40-1. C'est le même code, hein, il y a 3 voies. Première voie, ok, je poursuis, ça va devant le juge. Deuxième voie, procédure alternative, rappel à la loi, médiation, composition pénale, on discute. Troisième voie, classé sans suite. Et s'il classe sans suite, la décision, elle est motivée et elle peut faire l'objet d'un recours. Pour tous les petits malins qui pensent que le classement sans suite, finalement, je peux faire tout ce que je veux et ça passe crème. Donc je vais être très claire sur ce point parce que souvent c'est mal compris et c'est essentiel pour comprendre l'affaire de Liana. Un classement sans suite, c'est pas un acquittement. C'est pas un jugement qui dit il ne s'est rien passé, c'est une décision de ne pas poursuivre à un moment donné pour une raison donnée. Et cette raison peut être les preuves sont insuffisantes en l'état. Or, et c'est là qu'il faut que vous écoutiez bien,
Un dossier qui est classé pour preuve insuffisante peut être rouvert s'il survient des éléments nouveaux. Le classement, c'est pas la fin de l'histoire. C'est une théorie, une pause. Et c'est précisément là que le bas blesse. Parce que la question que tout le monde se pose légitimement, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs plaintes sur une même personne dans des lieux différents à des moments différents? Ce qui est le cas dans l'affaire avec notre pauvre victime. Le système, est-ce qu'il est capable de les relier et est-ce qu'il est capable de voir le motif qui se dessine? Je vais pas vous répondre sur l'affaire en cours parce que c'est l'objet de l'enquête administrative et je m'interdis de préjuger. Mais sur le principe, moi je peux vous dire quelque chose. Faire le lien entre les procédures éparses suppose du temps de magistrat, des outils, une coordination entre juridictions. Et tout cela, quand l'institution elle manque de bras, c'est fragile. Et du coup, j'en viens à ce que je veux que vous reteniez avant tout ce soir. Quand une plainte attend des mois, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas parce qu'un procureur serait paresseux ou indifférent, c'est parce que ce procureur a parfois plusieurs centaines de dossiers ouverts en même temps. Quand vous avez deux mains, 1000 dossiers, que vous êtes 11 pour 100 000 personnes, c'est pas que vous faites mal votre travail. Vous faites un travail qui est matériellement impossible. Et vous êtes obligé de hiérarchiser. On choisit qu'est-ce qui se passe en premier, qui on prend. Et qu'est-ce que ça veut dire hiérarchiser? Ça veut dire que mécaniquement, il y a des dossiers qui attendent. Donc le principe juridique, le procureur choisit, il rencontre la réalité matérielle. Il n'y a pas les moyens de tout traiter à la fois. Et de cette rencontre naît l'attente, la fameuse plainte qui dort. Et c'est là où c'est intéressant aussi de vous illustrer pour moi mon cas pour mes plaintes sur mes différents doxeurs harceleurs sur cette plateforme. Vous avez entendu, preuve insuffisante en l'état, mais possibilité de réouverture, possibilité aussi de faire une corrélation entre différentes victimes. Ça dépend qui porte plainte. Ça dépend. Jusque-là, j'ai décidé d'être OK et de laisser les fous en liberté parce que je me suis dit je vais pas fracasser des vies qui le sont déjà. Mais comme vous n'avez pas de limite, vous imaginez bien que mon dossier il est béton parce que c'est mon métier aussi, même si c'est pas moi qui fais l'avocat. Et c'est exactement ce qui se passe. Je devrais être dans une institution comme la justice pour faire ce travail-là. Je le fais de l'extérieur en espérant que le procureur puisse prendre en compte, quand ça sera mon tour, ma plainte, parce que pour l'instant elle est hiérarchisée et classée dans un endroit. Mais je sais par avance que le travail que j'ai fourni avec l'huissier, avec les différentes victimes qui se sont ralliées à moi, ne serait-ce que par simple information, avec les plaintes dont j'ai connaissance par ailleurs, qui m'ont été rapportées, tous ces éléments-là, j'ai bon espoir que ça facilite le travail d'une justice matériellement incapable de le faire. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Et je vais vous ajouter quelque chose, parce que c'est juste et parce que je suis toujours quelqu'un de très honnête. Notre droit, il n'a pas laissé la victime totalement démunie face au classement. La personne qui a porté plainte et que le procureur n'a pas suivi dispose d'un recours. Pour tous les imbéciles heureux qui pensent que c'est classé sans suite, je risque rien, j'ai été convoqué, je risque rien. La personne, elle peut saisir qui? Le procureur général, le supérieur hiérarchique. Et vous vous doutez bien que si je me retrouve face à un classement sans suite, ce que je doute, je vais saisir le procureur général. Et surtout, cette personne-là, en matière de crimes et délits, elle va pouvoir déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, article 85 du Code de procédure pénale, ce qui oblige sous condition à l'ouverture d'une information judiciaire. Autrement dit, la victime, elle peut, en théorie, forcer la main du système. Bon, en théorie. Parce que pour exercer ce recours, encore faut-il, ce que je viens de vous expliquer, les connaître, être accompagné, payer quoi? L'avocat? Non, la consignation. Et là, on touche à un autre sujet, l'inégalité d'accès à la justice. Ce ne sera pas le thème de l'épisode de ce soir.
Ce sera le thème du prochain épisode puisque dans cette série, tout se tient. Pour être complet là-dessus, je suis obligée d'ajouter que le droit, ces dernières années, il a aussi vraiment, mais vraiment allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Le législateur, il a entendu le fait que ces victimes parlent souvent des années plus tard. Et ça, c'est un progrès. Parce qu'un délai de prescription ne sert à rien si dans l'intervalle, faute de moyens, on ne traite pas les plaintes qui, elles, arrivent à temps. Donc pour toutes les personnes absolument ignobles qui sont venues ridiculiser Flavie Flament en la réduisant encore avec du cybersexisme à une femme qui avait envie d'avoir une carrière et qui a simplement ouvert ses cuisses parce que vous êtes des porcs, elle est tout à fait légitime en droit à poursuivre, même si on ne préjuge pas de ce que va dire l'instruction. Elle est légitime, elle est victime. Et je vous invite à regarder, j'ai plus son nom, ce pédopsychiatre très connu en France, qui a interrogé des parents dont les enfants devenus adultes ont des symptômes de choc post-traumatique parce que dans l'intervalle du moment où ils ont subi des violences à caractère sexuel, souvent 0,3, 3, 6 ans, c'est le blackout et ça leur revient en pleine tête des années plus tard. Donc, avant de raconter n'importe quoi, réfléchissez. Et c'est pareil, vous accusez le tout venant de pédocriminalité dans les espaces numériques, c'est pareil, c'est gravissime, c'est pénalement répréhensible. Mais vous continuerez parce que vous êtes stupide. Bien. Au stade où on en est, je sens qu'il y a une question qui monte. Et c'est ça. Du coup, si ça dysfonctionne, qui est responsable? Alors, là-dessus, puisque je suis juriste, je vous ralentis. Parce que, en fait, on confond 3 choses très différentes et la confusion, c'est la source de la plupart des injustices. D'abord, la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, c'est celle de la personne mise en cause dans l'affaire elle-même. Et c'est l'enquête judiciaire, sous l'autorité de la juge d'instruction, qui l'établira ou non. C'est pas notre sujet, donc j'y touche pas. Ensuite, la responsabilité éventuelle de magistrat, que vous adorez brandir, si elle était établie, il faudrait que déjà, ils aient manqué à leurs obligations. Mais attention, un magistrat, c'est pas un fonctionnaire ordinaire. Sa responsabilité disciplinaire, elle relève de l'organe particulier qui, le Conseil supérieur de la magistrature, dont nous parlerons longuement dans l'épisode 3, je sais qu'il vous fascine, parce que il est au cœur de la question de l'indépendance de la justice. Et je vous dis tout de go, voir des procureurs et des magistrats convoqués par le ministère de la Justice, ça me reste en travers de la gorge sur fond de séparation des pouvoirs. Mais c'est mon cœur de juriste. Donc la responsabilité, elle ne peut pas être engagée pour le simple fait d'avoir rendu une décision qu'on n'aime pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est la fin de l'indépendance des juges. Elle ne peut l'être, la responsabilité, que si on a un manquement au devoir de l'état de magistrat. Et c'est une frontière qui est délicate, parce qu'elle protège pas le magistrat, chacun d'entre nous. Et oui, épisode 3. Dernière chose, la responsabilité de l'État. Celle dont je vous ai parlé, le L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, la faute lourde ou le déni de justice. Souvent, celle-là, c'est la plus pertinente, parce que quand le problème, c'est pas une faute individuelle, il faut que ce soit ça pour avoir la défaillance du système. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette distinction? Parce qu'en fait, il y a une tentation, dans des moments comme celui qu'on est en train de vivre, de chercher un coupable individuel. Un procureur, un juge, un greffier. Il faut le montrer du doigt. Là, lui, là. Et parfois il y a une faute. Parfois, il y a une faute individuelle. Et l'enquête administrative, elle, en réalité, le plus souvent, c'est une enquête de l'inspection générale de la justice. Et c'est cette enquête-là qui le dit. Et pour avoir mené moi-même des enquêtes administratives, mais pas pour j'arrive jamais à le dire, l'IGJ,
je peux vous dire que quand on doit sanctionner, on sanctionne. Alors attention, c'est pas n'importe qui fait des enquêtes administratives. Je vous dis pas ça pour que les masculinistes cachés en auditeur se disent ah ça y est, elle va encore se la cartonner. J'y peux rien par ailleurs pour vos complexes, mais il faut avoir les épaules pour faire une enquête administrative. C'est un peu comme les inspecteurs IGAS, les affaires sociales. C'est en fait tous ces corps d'inspecteurs où vous venez et il va falloir que vous soyez hyper stoïque parce que l'administration elle se tient. Et ça c'est une réalité aussi. Mais il en existe et il y a des sanctions. Donc, si maintenant on s'arrête aux coupables individuels, on passe quelque part à côté de l'essentiel. Parce que vous pouvez sanctionner un magistrat, mais dès le lendemain, vous avez le successeur qui arrive avec tous les 1000 dossiers, le manque de greffiers, le manque de moyens, et du coup, la machine elle repart. Et 3 mètres plus tard, elle tombe en panne. Donc chercher un coupable individuel pour une défaillance systémique, c'est soigner une épidémie en punissant un malade, je vous le dis direct. Bien entendu, on a eu des affaires, comme le juge Burgot, oui, en effet, défaillance individuelle. Mais en réalité, la vraie responsabilité, elle est structurelle. Il y a une défaillance structurelle. Elle est politique, elle est collective, elle est dans 30 ans de choix budgétaires. D'accord? Et du coup, qui va au tribunal pour ça? Parce que, et c'est pour ça finalement que cette responsabilité-là, c'est nous les citoyens, et c'est pour ça que j'ai créé la République numérique. Il faut qu'on l'exige par le débat, le live, le vote, l'attention, rendre un post viral. Et c'est aussi à ça que ça sert une émission ou un live comme ce soir. Parce qu'il faut qu'on sache pourquoi on en est là. Et moi je vous le dis, c'est pas qu'une question de gouvernement Macron, c'est 30 ans de choix. Faut être franc. D'accord? Franc. C'est la question qui donne le titre à toute la série. Pourquoi on en est là? Moi, j'ai identifié 3 causes. 3. Parce que ceux qui vous disent qu'il y a qu'une seule cause, qu'il faut mettre juste, mettez de l'argent, simplifiez. Non, c'est pas ça. En fait, ils vous mentent. D'abord, il y a un sous-investissement chronique. C'est pas un sous-investissement d'une année, c'est pas un sous-investissement d'un gouvernement, c'est chronique. C'est-à-dire que ça s'est installé dans la durée, sur des décennies, sous des majorités de toutes les couleurs. La justice, longtemps, ça a été dans le budget de l'État, une variable d'ajustement. C'est-à-dire que c'est la ligne, en fait, qu'on est venu rogner quand il fallait faire des économies, parce que, il y a personne qui descend dans la rue. Parce que ça fait pas la grève de manière forte. Ça met des brassards, mais ça vous reçoit quand même dans le tribunal, hein. Et parce que la salle d'audience, qui s'embouteille, où vous arrivez le matin et que vous voyez le panneau du moment où votre client va passer et que vous pouvez venir le soir parce que vous êtes sûr qu'il va pas passer, ça se voit pas comme un hôpital qui ferme. De toute façon, même les hôpitaux, maintenant, c'est encore un autre sujet. La justice, elle paye son silence. Mais elle n'a pas le choix. Deuxième cause que j'ai pu identifier, la complexité de la procédure. Ça, c'est réel. Au fil des années, dès qu'il y a un fait divers, dès qu'il y a une émotion légitime, on vote une loi. Là, ils vont nous sortir une loi, hein, vous allez voir. Donc, on ajoute une garantie, une étape, un formulaire, un recours. Et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle couche qui est prise isolément, ma foi, elle est justifiée. Mais empilée, ça fabrique un labyrinthe. Un labyrinthe où la procédure, elle prend plus de temps que le fond de l'affaire. Et c'est tout le paradoxe, en fait. À force de vouloir tout sécuriser, on l'a parfois rendue plus lente. Et donc, si elle est plus lente, elle protège moins. Et on viendra sur ce labyrinthe, mais ce sera le 5e épisode de la série, parce que l'illisibilité, ça a un coût. Un coût sur quoi? La démocratie. 3e cause que j'ai identifiée, ce que j'appelle l'organisation et les priorités. À moyen constant, l'État, il fait des choix de politique pénale. C'est-à-dire qu'il dit par des circulaires qu'est-ce qui doit passer en priorité. Quand la priorité affichée, elle se déplace vers tel type de délinquance plutôt que tel autre, il y a d'autres contentieux mécaniquement qui reculent dans la file. Ça, c'est des arbitrages. Que ce soit légitime ou pas, c'est des arbitrages. Ça veut dire que c'est des décisions qui sont prises par des êtres humains et qui sont donc révisables. Et c'est là le point que je veux graver dans votre esprit ce soir. Regardez bien ces 3 causes. Le sous-investissement, c'est un vote au budget, au Parlement, chaque automne dans la loi de finances. La complexité, c'est des lois qui sont votées par les élus. Les priorités, c'est des choix de gouvernement traduits en circulaire. Il n'y a aucune de ces 3 causes qui est technique. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune, il n'y en a aucune qui est stricte, qui est inscrite, dans la nature des choses. Toutes les 3, c'est des décisions. Et ce qui a été décidé peut être décidé autrement.
Et c'est toute la thèse de ma série. Et je vais vous la dire dans les termes les plus simples. La justice française, elle n'est pas en panne par accident, elle est abîmée par des choix. Et ce qui s'abîme par des choix peut se réparer par d'autres choix. Donc concrètement, et là je le fais totalement dans la perspective des travaux de mon mouvement, je vais pas vous laisser sur le diagnostic, parce qu'il faut des perspectives. Je rappelle, c'est dans ma bio, ça s'appelle Lilou NRM, c'est NRN, Nouvelle République Numérique. Le but de ce mouvement, qui est en cours de finalisation et de dépôt à la préfecture, puisqu'on a maintenant les 10 fondateurs. Je sais que je suis en retard pour les manifestes, ne vous inquiétez pas, je croule sous le travail. Mais ce mouvement-là est purement numérique, il est de démocratie directe, et le but de ce mouvement, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme le 5e pouvoir qu'il est. Et donc, on aura des séries d'épisodes comme on a celui de ce soir. À l'approche, en plus de la présidentielle, on va accélérer, où on va parler de ces thématiques et de ce qu'on peut changer. Donc ce que je dis là, c'est dans la perspective des travaux du NRN. Et je m'excuse auprès de plusieurs des membres fondateurs qui sont présents ce soir. De toute façon, vous le savez pas encore, mais vous le saurez bientôt, le fonctionnement de démocratie directe fait que tout peut être remis en cause. Et bien entendu, vu qu'on va fonctionner en totale démocratie directe et de manière digitale, c'est-à-dire à la pointe des derniers éléments qui permettent l'application des citoyens en 2026, vous vous doutez bien qu'on espère être un miroir et un exemple. Et je pense qu'on va y arriver. Donc, on reprend. Je peux pas vous faire un diagnostic sans perspective. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut exiger et je vais être honnête sur le statut de ce que je dis. À partir de maintenant, je quitte le terrain du droit établi pour entrer dans celui de la proposition. Ce ne sont plus des faits, ce sont des positions. Vous avez parfaitement le droit de ne pas les partager, voilà, mais je vous les soumets et ils appartiennent aux travaux de la Nouvelle République Numérique. D'abord, je veux une trajectoire budgétaire pluriannuelle qui soit réellement tenue. Pas des annonces qu'on vient raboter derrière. Tenue. Une justice qui ne soit plus la variable d'ajustement, mais une priorité sanctuarisée. Parce que c'est un pilier de la démocratie au même titre que la sécurité ou la santé. Ce sera à la rentrée. Ensuite, je veux un objectif clair, chiffré et public. Je veux qu'on converge en 10 ans vers la médiane européenne du nombre de magistrats et de greffiers par habitant. Je ne suis pas gourmande, je ne veux pas le sommet, je veux la moyenne. Je veux atteindre juste la moyenne parce que pour notre justice, ce serait déjà une révolution. Enfin, je veux un engagement spécifique sur ce qui nous a réunis ce soir. Je veux qu'aucune plainte pour violence sexuelle sur un enfant ne puisse rester sans traitement actif au-delà d'un délai défini, avec un mécanisme d'alerte qui se déclenche automatiquement. Que le système soit conçu pour relier les signaux et pas pour les perdre. Je vais être honnête. Je vais aussi vous donner l'objection. Il y a certains parmi les meilleurs spécialistes qui diront les moyens c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Ils vont dire qu'il faut aussi simplifier la procédure, déjudiciariser certains litiges, ça veut dire les sortir du tribunal pour les confier à d'autres modes de règlement. C'est un débat qui est sérieux, que je ne tranche pas ce soir. J'ai donné des trajectoires globales parce qu'elles appartiennent aux travaux du mouvement et je ne veux pas qu'elles soient pillées comme 95% de mon travail, n'est-ce pas ? Et que j'ai aussi besoin d'en parler avec mes membres fondateurs, n'est-ce pas ? Mais je maintiens une chose. D'abord, je vous signale, parce qu'une pensée honnête expose toujours sa contradiction. On ne peut pas demander à une institution de mieux travailler en lui retirant en cours de route les moyens qu'on avait promis. Donc on fera jamais ça. On fera jamais ça. C'est la base de la base de la base. Des moyens et qu'on les leur laisse. Et du coup, là je viens de parler pendant bien 1h10. Je vais vous dire, et après je vais ouvrir le débat. On est parti d'un drame et d'un mot qui a été prononcé par les plus hautes autorités de l'État, le dysfonctionnement. On a refusé de s'arrêter à l'émotion
et à la recherche d'un coupable facile. On a regardé le droit, la promesse du délai raisonnable, la responsabilité de l'État en cas de défaillance. On a regardé les chiffres, une justice qui compte moins de la moitié des magistrats de l'Allemagne, que de potons européennes pour ses moyens. Et on a compris le mécanisme. Opportunité des poursuites, classement sans suite, hiérarchisation forcée qui font qu'une plainte dort, non par malveillance, mais par épuisement du système. Et on a nommé les causes. Sous-investissement choisi, complexité accumulée, priorité arbitrée. 3 décisions, pas une fatalité. Donc je vous laisse avec une phrase qui va être le fil rouge de toute la série Justice. La justice française n'est pas en panne, elle est abîmée, et ce qui est abîmé peut être réparé à condition qu'on le veuille et qu'on l'exige. Et la semaine prochaine, nous rentrerons sur cette idée qu'une promesse, elle doit être tenue. Mais on va changer d'angle. On va parler d'une inégalité qui est plus discrète, qui est plus silencieuse, mais qui est peut-être plus profonde, celle de l'argent. Notre constitution et nos textes y garantissent l'égalité devant la justice, mais dans les faits, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un justiciable peut s'offrir les meilleurs avocats? Qu'est-ce qui se passe pour celui qui dépend de l'aide juridictionnelle? Est-ce que les deux sont à armes égales? C'est le 2e épisode, la justice des pauvres et des riches. D'ici là, je vais réouvrir le débat, mais faites surtout attention à vous et soyez hyper attentifs. Vraiment, la démocratie, c'est d'abord les citoyens qui regardent. Vous devez regarder et vous ne devez pas vous voiler la face. Toutes les références qui sont citées ce soir, elles sont disponibles aux membres de ma communauté sur simple demande. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas à monter en auditeur, en speaker, pardon. Hi, Gucci. Et puis voilà. Et si vous n'avez pas de questions d'ici les 5 minutes qui arrivent, je vais fermer le space. Parce que j'aurais fait ma prose. J'espère que c'était pas trop technique. Je vous vois tous silencieux. Je vais regarder vos commentaires quand même, parce que du coup, là. Alors. Réponse confrontée entre 7 IA sans contrôle d'un juriste ou d'une publiciste, mais proposée sous forme de question. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je regarderai. Je regarderai vos graphiques. Ouais. Bien ma foi, écoutez, vous avez beaucoup d'informations en commentaire que Stéphane apparemment a généré par IA. Je suis ravie de vous inspirer. I know you can't get Grok to translate, they don't want it. Alors je vous explique un truc. Ce que je connais pas, je vous vire du space. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vais pas vous donner la parole parce que c'est un space qui va aller sur les autres plateformes et je veux pas de poubelle. Je veux pas de poubelle, je veux pas d'insultes, je veux pas de choses qui ne servent à rien. Voilà. Et voilà. Donc je vais regarder le reste. Par contre, t'as pas l'air de comprendre que j'ai pas envie de te donner la parole, donc je te bloque et je te supprime. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez. Les trolls, vous allez faire mumuse ailleurs, j'ai pas le temps. Phil Concy nous dit, pour bien comprendre que nous sommes gouvernés par des pervers dont il faudra se débarrasser d'une manière ou d'une autre, ma foi, il suffit d'écouter cet extrait concernant les magistrats français les plus fidèles, des soutiens de Macron et des crapules abjects. Oh my gosh, like I have so many bots that are coming in my spaces, I'm just tired of it. Okay? Like, toi, tu vas sortir aussi. Je vous dis, franchement, honnêtement, je suis plus là pour jouer, hein. Bien ma foi. Écoutez, je clôture le space à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de demande. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Et ah oui. Well, this is a great idea. Ok. Je vais faire monter mon complet américain. Hello, how are you? Good, how are you? Sorry, I only speak English. No, it's okay. I'm good. They don't want to speak because I talk about law and justice. That's fine. Yeah. We've been watching the riots, I guess you had over there with the soccer match. Is that over? It is, yeah. It's always when the PSG wins, you know. Like we got Okay. young people from the suburbs that are coming and literally destroying everything. Yes, So that's what we saw too. We're having that Yeah. same issue, but we're doing a lot of mass deportations out here. So But those people are French.
you know? Well, that's surprising. I guess you can't Yeah. deport the French. No, They should you take better care of can't. their country. Yeah, but these are the people the government is so afraid of, because if those young people decide one day or another to take a city, they can. And the police, whatever, they have, or the government is providing them, they are overwhelmed. I just live nearby. I saw them. It's the second time. They just go outside and they destroy everything. There's no reason to do that, So anyway, that's Well, I just the wish way you it guys the is. best over there. I don't Thank you want to so hijack your much. space though, Lilo, because I know that some of these people No, don't speak English. So I'll just head back down and listen. sure, but it's going to be the end because, now I did what I'm doing a series about justice because we had another young girl, age 11, that's just, being killed, and we have a problem with our justice because they don't put enough money in the justice system. So it's all about that, and we just at the end of the space, so it's okay to speak in English anyway. But thank you so much for stepping in. Thank you. Yeah. God bless you guys. Take care over in France. God bless you. Thank you so much. Thank you. See you. Bye bye. Hello. Hello. Tu m'entends, Alex? Ouais, je t'entends, ouais. Je Ça voulais va? juste Ouais, ça va. Juste une pensée pour la petite fille et c'était très bien le début du Space, ça m'a fait pleurer et j'espère Oh. sincèrement que ça se reproduira plus, il y en a trop et c'est chiant. Ouais. Ouais, j'ai fait une prière pour ceux qui n'étaient pas là Ouais. au début du space. Parce que c'est trop violent. Il y en a marre. Moi, ça me choque que des médecins légistes ils prennent 2 jours pour se rendre compte que c'était une petite fille, quoi. Je sais pas Ah, si mais il y a des procédures. ouais. Bah en tout cas c'était un bon space et j'ai hâte d'écouter les 5 autres. Voilà. Bah, merci beaucoup, c'est cool. Et puis ce sera sur YouTube de toute façon, donc il sera accessible. Celui-là, il est enregistré en plus. Voilà. Donc merci d'être là en tout cas et merci d'avoir écouté. Voilà. Ouais, bah de rien, Lilou. À plus tard. À plus tard. Bonsoir Phil Comte. Oui, bonsoir Lilou, bravo pour ce space qui était très intéressant, très documenté. Comme je vois que nous avons un auditeur anglophone, je voulais lui lire en anglais un tweet que j'ai fait par rapport à cette pauvre affaire dont nous avons parlé. C'était « Do you remember how the Macronauts, those stinking piece of shit, managed to convince the lost old fools who still vote for them that they were going to control social media to fight against pedocriminality? In reality, as we can see here, they don't give a single fuck about it, except perhaps to protect their perverted bodies involved in the Epstein affair. It's high time to get rid of this Macronaut vermin, which is made up at best as of incompetence and clowns, and at worst of perverts and traitors. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. On adore. Je sens que ça va finir dans les brefs de Space, ça. Macronard. J'adore. J'adore Phil Comte. Je m'en remets pas. Merci, voilà. Bah écoutez, ça clôture très bien la fin du Space, Macronard Bastards. Et puis, je vous dis cette semaine en feed sur TikTok. Alors pour ceux qui m'ont demandé, je suis sur TikTok le mardi soir pour le côté droit de l'éducation. Et je suis aussi pour le côté RH, et ça c'est plus jeudi soir. Voilà. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et ne restez pas H24 en ligne. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous.